Je suis ravie de vous accueillir dans cette salle Liard et bien évidemment, je tiens tout d'abord à vous présenter toutes mes excuses pour le retard avec lequel je vous rejoins, mais c'est une grande joie d'ouvrir aujourd'hui la 6e édition du prix Jeune Création au sein de cette magnifique salle Liard qui en effet évoque à tout à chacun des souvenirs personnels ou plus cinématographiques, mais je pense que vous voyez tous à quoi je fais référence. Bref, vous êtes ici en Sorbonne, qui, comme vous le savez, est avant tout un lieu d'études académiques, le siège de l'Université de Paris. Mais la Sorbonne est aussi un lieu d'art par essence. Et d'ailleurs, lorsque la nouvelle Sorbonne fut reconstruite au tout début de la Troisième République, très exactement en 1882, l'architecte Nénaud affirmait lui-même, je le cite, que l'art ne pouvait y manquer d'avoir sa place. Et de fait, de très grands et nombreux artistes y ont contribué, qu'il s'agisse de peintres, d'ébénistes, de sculpteurs, car c'est aussi en Sorbonne que fut créée la première chaire d'histoire de l'art en France en 1899. Et chaque année, alors non pas en salle Liard, mais dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, sont également récompensés les meilleurs élèves de la voie professionnelle à l'occasion de la cérémonie de remise des distinctions du concours général des lycées et des métiers. C'est pourquoi il fait pleinement sens, bien sûr, que ce prix Jeune Création soit lancé ici, en votre présence, chers étudiants, en votre présence, mesdames, messieurs, les professeurs. Car cette année, ce prix mobilise encore une communauté étudiante exceptionnelle, puisque ce sont plus de 430 étudiants et étudiants à l'échelle de toute la région académique Île-de-France, issus de 12 établissements franciliens qui vont participer à cette aventure collective. Et je veux souligner ici, en plus de l'implication de nos établissements parisiens, l'engagement pour la première fois de 4 établissements de l'Académie de Créteil, à laquelle je suis irrémédiablement attachée pour avoir été rectrice de Créteil pendant près de 2 ans, le lycée François-Mansart à Saint-Maur-des-Fossés, le lycée Le Gué à Trêmes à Congy-sur-Thérouanne, le lycée Eugénie Cotton à Montreuil et le lycée La Source à Nogent. Et j'en profite évidemment pour saluer Madame l'inspectrice. C'est un bonheur de vous retrouver ce matin. Et donc cette participation de nos lycées christoliens nous importe beaucoup parce que l'excellence se trouve partout en Île-de-France. Et cette diversité géographique des établissements, elle reflète aussi la variété, la richesse des parcours et des spécialités qui sont représentées, le design d'objets, le graphisme, le textile, la céramique, l'horlogerie, la laque, le vitrail, la broderie, le tissage, mais aussi le design global ou encore le design d'événements, du diplôme national des métiers d'art et du design au diplôme supérieur d'art appliqué, de la licence au master en passant par des cursus de grandes écoles. Toute la chaîne de formation est réunie ici et cette pluralité est bien sûr une très grande force dans le cadre de ce prix. Alors visiblement, il me revient l'honneur et le plaisir de vous annoncer le thème de cette édition. Pas besoin de noter, il tient en 2 mots. Référence, irrévérence. Référence, irrévérence. À la réflexion, ce thème illustre très bien la mission de l'école, de notre école, s'adosser au savoir, ceux qui se sont forgés au fil des siècles, tout en formant des esprits libres, capables de questionner et d'innover. Dans un cadre pédagogique exigeant, c'est précisément le cadre offert par ce concours, un cadre unique où les étudiants apprennent à croiser
leur discipline, le design et les métiers d'art, le savoir-faire et l'innovation, apprennent à travailler en équipe et en interniveau, à développer un projet. C'est aussi l'occasion de s'exercer à l'exigence d'une présentation devant un éminent jury. Alors évidemment, c'est à la fois une expérience de coopération, l'épreuve aussi d'un fort stress, mais c'est aussi une préparation au monde professionnel qui sera le vôtre. Et je veux en ce sens saluer, remercier, féliciter les enseignants et les directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique, les DDFPT, qui vous accompagnent, chers étudiants. Leur grand engagement à vos côtés est évidemment au cœur de la réussite de ce concours. Pour conclure, je ne veux pas être plus longue, mais je tiens bien sûr à remercier chaleureusement les partenaires qui rendent cette édition possible, les Manufactures nationales de Sèvres, le Mobilier national dont l'expertise patrimoniale nourrit l'inspiration des participants, la maison Hermès qui apporte son soutien et son savoir-faire dans le cadre d'un mécénat de compétences exemplaires, et bien sûr le campus des métiers mode, métiers d'art, design, manufacture des Gobelins qui assure la coordination et porte cette ambition collective au sein de notre région Île-de-France. Je vous souhaite à tous tout d'abord une très belle journée puisqu'elle vous permettra, grâce à l'ensemble de nos intervenants, de mieux approcher, appréhender le thème de cette édition, parce qu'elle lance aussi l'édition de ce concours dont je souhaite d'abord que vous preniez le plus grand plaisir à y participer et que cette occasion soit encore affirmée et réaffirmée, le fait que la jeune création, dont vous êtes évidemment les premiers étendards, la jeune création est une richesse nationale et une promesse d'avenir. Et dans le monde actuel, nous avons plus que jamais besoin de créateurs, de créatrices qui sont capables de conjuguer respect et audace, mémoire et imagination. Et je suis convaincue que vous saurez vous en saisir pleinement. Je vous remercie vivement de votre attention et c'est très réjouissant de voir, je vous l'assure, cette jeunesse réunie ce matin, accompagnée de mesdames, messieurs les inspecteurs, les professeurs, les DDFPT pour lancer ce très beau prix. Merci à tous. Madame la rectrice, mesdames, messieurs, madame la rectrice, merci encore de nous accueillir cette année dans ce merveilleux amphi Louis Liard, où nous avons pour certains effectivement des bons et des moins bons souvenirs, des souvenirs en tout cas. On est évidemment extrêmement heureux d'être ici en Sorbonne pour présenter une nouvelle fois cette nouvelle édition de notre concours de la jeune création, puisqu'il s'agit bien de ça. Concours dont vous venez de révéler effectivement le thème, et j'y reviendrai de quelques mots. Concours dont vous savez que les résultats, les lauréats et même tout le travail qui sera fait, que vous allez faire, fera l'objet d'une exposition lors de la Paris Design Week, donc au premier week-end de septembre, au Mobilier national. Et traditionnellement, donc, c'est l'exposition de vos travaux, des travaux de recherche que vous allez faire, qui ouvriront la Paris Design Week. Et cette année encore, nous avons eu la joie d'en faire un grand événement extrêmement, j'ai envie de dire, sympathique, jeune et populaire. On était plus de 1500 au moment de la présentation de ces travaux, avec d'ailleurs notre ministre et d'autres hautes personnalités. Donc c'est dire tout l'intérêt qui est porté à la recherche dans le domaine qui est le vôtre, donc dans ce domaine très, très vaste, je dirais, des arts décoratifs, du design, de l'architecture d'intérieur.
Ce prix, donc, c'est la 6e année, effectivement, que nous le faisons. À l'origine, c'était un prix qui avait été créé par le seul Mobilier National. Mais comme il se trouve qu'au même moment, nous étions aussi avec les arts décoratifs et avec quelques autres. Ici, je salue évidemment les 2 directrices opérationnelles de notre campus. Nous étions en train de forger, de créer ce campus mode, métier d'art, design. Il nous a paru tout à fait naturel de faire coïncider ces deux événements heureux, un prix pour la jeune création et puis de la création de ce campus qui justement sert à aider la jeune création. Alors depuis, il y a eu un petit changement institutionnel, mais qui n'est pas sans incidence. Comme vous le voyez, je suis maintenant président des manufactures nationales. Alors que sont les manufactures nationales ? C'est simplement le mariage réussi et heureux, et j'espère surtout très fructueux, entre justement le Mobilier National, ancien garde-meuble royal, avec toutes ces manufactures, parce que déjà se trouvait être rattaché au Mobilier National un certain nombre de manufactures, la plus connue étant celle des Gobelins, qui a donné son nom de baptême, enfin qui partage son nom de baptême avec le campus. Donc ça a été le mariage de cette institution avec également l'autre grande manufacture royale qui existe encore, c'est-à-dire celle de Sèvres, avec ces 2 musées en plus. Donc on a la chance d'avoir dans notre, je dirais, périmètre 2 musées nationaux formidables, le musée de Sèvres et le musée Adrien Duboucher de Limoges, et donc la manufacture elle-même, la manufacture de Sèvres. Ainsi, on a constitué un vrai pôle public, parce que c'était l'objectif, un vrai pôle public qui réunit donc toutes ces manufactures nationales. Ça fait à peu près un peu plus de 750 personnes, plus de 500 qui travaillent dans des ateliers et des manufactures. Donc j'insiste là-dessus, parce que l'objectif, c'était pas d'avoir que des gens dans leur bureau. C'est très bien d'avoir des gens dans leur bureau, je suis souvent dans le mien, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, quand même, c'est véritablement de favoriser et de pratiquer les métiers d'excellence, les métiers de savoir-faire dont nous avons hérité. Et donc, il y a, une nouvelle fois, plusieurs centaines de personnes qui travaillent dans tous les ateliers des manufactures nationales, Sèvres, Gobelins, Beauvais, Savonnerie, etc. etc. Ça représente 53 métiers aussi, donc ça vous donne une idée du spectre assez large des activités et du domaine sur lequel nous nous investissons. Alors, et là, on en vient un petit peu déjà à comment dirais-je, à expliquer peut-être le thème choisi, référence, irrévérence. C'est vrai que référence, c'est vrai que toutes les œuvres que nous conservons dans nos musées nationaux sont à leur façon des références, effectivement. Des références par l'excellence de leur exécution, par l'originalité de leur forme, et en cela, la France a cette particularité, c'est que, et ce n'est pas simplement les Français qui le disent, sinon ça serait peut-être un peu, on pourrait soupçonner un peu, comment dirais-je, un excès d'ego, mais tous les historiens des arts décoratifs ou de l'histoire des styles vous disent que c'est la France qui est le pays qui, au monde, a inventé le plus de styles différents. Voilà. Alors ça tient à des considérations historiques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre. C'est qu'on a une monarchie très centralisatrice qui existe depuis plusieurs siècles et que, à la différence d'autres monarchies, chacun de nos monarques voulait incarner son propre règne par un style particulier. C'était une volonté qui était totalement assumée. Ce n'est pas le fait de l'histoire ou des hasards qui a fait qu'il y a eu un style Louis XV et un style Louis XVI. C'était véritablement des commandes qui passaient par le garde-meuble royal à l'époque et qui étaient très fortement incitées par le changement de monarque. D'ailleurs, dans les inventaires, dès que le roi meurt, vous savez la fameuse expression « le roi est mort, vive le roi », eh bien on pouvait dire « l'ancien style est mort, vive le nouveau style », puisqu'on barrait souvent les inventaires du garde-meuble royal en marquant de l'ancien style, c'est-à-dire du roi qui venait de mourir. Voilà, c'est pour vous dire que en France, on a vraiment cette tradition très forte, très ancrée chez nous, historiquement, de la nécessité toujours de réinterroger les formes, les usages, les matériaux. Enfin, c'est pour ça qu'on a un domaine des arts décoratifs et du design aussi riche, aussi varié. Et donc, vous allez vous inscrire dans cette tradition, en quelque sorte. Et tout à l'heure, Lucille Montagne vous présentera les 16, je crois, objets que nous avons sélectionnés pour vous, qui sont à leur façon des références. Voilà.
Et ça sera à vous d'imaginer de façon irréférencieuse, ou comme vous le souhaitez d'ailleurs en réalité, d'imaginer comment on peut poursuivre l'histoire de ces objets, en quelque sorte, ou leur donner, les inscrire dans le monde contemporain par une lecture, une interprétation différente. Mais je pense que Emmanuel reviendra aussi sur le sujet. Voilà ce que je voulais vous dire. En tout cas, vous dire que véritablement, nous, notre souci, c'est vraiment de vous inscrire dans cette grande histoire, dans ce continuum qu'est l'histoire finalement des arts décoratifs et du design. L'un et l'autre ne se confondant pas, mais s'imbriquent de façon assez étroite. Vous dire aussi que notre souhait, notre souci dans le cadre de ce concours, ça a été de faire en sorte que ça soit le plus concret possible. Et je vais vous citer que 2 exemples très précis pour vous dire combien nous avons souhaité que ce concours puisse donner lieu après à des réalisations très concrètes. Le tout premier qui a été organisé il y a 6 ans, portait donc sur la création de la table du Conseil des ministres, sachant que c'est un élément, comment dirais-je, symboliquement très fort de notre République. C'est d'une actualité brûlante, puisque donc, il ne vous aura pas échappé que nous avons beaucoup de gouvernements et beaucoup de ministres qui se seyent autour de cette table. Eh bien, cette table, elle n'existait pas en réalité. C'était des médiums, des tréteaux et ce qu'on appelle un petit jupon dont on recouvrait ce médium et ces tréteaux. Et donc, on s'est interrogé à savoir pourquoi elle n'existait pas. Elle n'existait pas parce qu'elle doit être en fait démontée et remontée entre chaque Conseil des ministres, que selon la taille du gouvernement, elle doit pouvoir accueillir de 24 à 46 personnes. Ce sont les chiffres que nous avait donnés à l'époque, c'est une indication que je vous donne. Voilà, bref, il y avait des tas de contraintes dont on a fait un cahier des charges, comme on le fait dans le design quand on fait un appel à projet, et on a soumis à vos antéprédécesseurs ce projet. Les réalisations et les propositions ont été d'une telle qualité qu'on a réalisé la table du Conseil des ministres. Et donc, dites-vous bien que ce sont vos prédécesseurs, ceux qui étaient assis dans cet amphi, il y a 6 ans, qui ont réalisé la table du Conseil des ministres que vous voyez maintenant quand il y a des images du Conseil des ministres qui se tiennent. Voilà. Ça a été fait dans nos ateliers, bien sûr, dans les ateliers du Mobilier National, mais avec le concours des jeunes qui l'avaient pensé et sur leur dessin. Donc c'est pour vous dire que c'est très concret. Et l'année dernière, pour prendre un exemple très concret, et avec Emmanuel nous en avons été les témoins, le concours portait sur l'aménagement de l'Institut français d'Amérique latine à Mexico. Donc vous voyez, c'était très concret. Et les projets, là encore, ont été tellement formidables et emballants que le directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères qui était présent a été tellement conquis par cela qu'il a dit c'est très bien, nous allons réaliser ces projets. Donc le projet qui a été conçu là aussi par les lauréats l'année dernière de ce concours va véritablement être réalisé. Ça sera donc le futur auditorium de l'Institut français de Mexico. Voilà, c'est pour vous dire, je ne veux pas mettre la pression, mais que quand même, il faut être absolument excellent parce que ce n'est pas qu'une réflexion abstraite. Nous, on souhaite vraiment que ça puisse réellement se réaliser. Et d'ailleurs, je peux vous l'annoncer déjà, il y aura peut-être d'autres choses, mais que la pièce lauréate sera proposée à la commission d'acquisition du Mobilier National. Et donc, il y a de fortes chances pour qu'elle intègre les collections nationales pour, je dirais, l'éternité. Voilà, je ne voulais pas en dire beaucoup plus, mais voilà, réaffirmer en tout cas, comme vous l'avez dit, Madame la rectrice, combien pour nous, c'était un grand bonheur de vous voir d'abord aussi nombreux. Je crois que vous n'avez jamais été aussi nombreux que cette fois-ci. Donc on est très très heureux de cela. On est très heureux et très reconnaissant aussi à tous les professeurs et à toutes les écoles qui s'engagent à vos côtés pour réussir et porter ce beau projet. Et si on le fait, je dirais, c'est vraiment pour vous et avec vous. Et on est très heureux aussi d'avoir, comme toujours, la Maison Hermès, qui est une maison d'exception dans ses savoir-faire, mais aussi dans l'approche qu'elle a de ce mécénat de compétences. Et donc, on la remercie beaucoup de nous accompagner toujours sur ce chemin. Et voilà. Et donc, je vous remercie vraiment de votre intérêt porté à ces sujets. Et je vous dis, la barre est très haute, mais je suis certain que vous allez remporter une nouvelle fois tous les lauriers. Et en tout cas, avec irrévérence, mais en tout cas, relever le défi, parce que c'est un petit peu un défi là, que l'on vous propose pour cette édition de notre concours Jeunes Créations. Voilà, merci beaucoup.
Madame la rectrice, chère Julie Benetti, Monsieur le Président, cher Hervé Lemoine, chères et chers étudiantes et étudiants, enseignantes et enseignants, c'est une joie donc pour moi d'être ici avec vous, d'être assis donc aux côtés aussi de Lucille Montagne, qui est le conservatrice en chef du patrimoine et qui va vous parler du choix des objets qui ont été faits, des objets de référence qui ont été faits au mobilier national. Une joie d'être aussi avec Rémi Haynes, donc de la maison Hermès, et qui sera, je salue également Owen Golser et Audrey Bled, qui nous accompagne à vos côtés, et puis une joie d'être avec Héloïse Leboucher et Nunja Jamil, les deux directrices opérationnelles du campus, et je salue également Maude Renusson, qui est la responsable administrative et financière du campus, qui joue un rôle qui est plus dans l'ombre, mais qui est absolument décisif pour l'organisation d'un événement comme celui-ci. En ma qualité de directeur du campus, je voudrais vous dire quelques mots sur cet objet, ou plutôt ce projet, cette aventure absolument formidable qu'est le campus MOMAD, Mode, Métiers d'Art, Design. Il faut d'abord que vous sachiez que c'est un rassemblement complètement unique, complètement inédit de formation, comme il n'en existe pas ailleurs à cette échelle, puisque c'est une cinquantaine d'établissements qui sont réunis, de la filière professionnelle jusqu'à l'enseignement supérieur, sur les deux académies de Paris et de Créteil, qui dépassent donc cette éternelle distinction entre le centre et sa périphérie. On représente également 11 000 élèves, étudiantes et étudiants. Ce sont également des établissements qui sont à la fois des établissements qui relèvent de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, du ministère de la Culture, quelques établissements privés à but non lucratif, trois grands domaines, la mode, les métiers d'art, le design. Et cet objet qui dépasse toutes les assignations est donc absolument unique, et il faut s'en féliciter. Avec une énergie qui n'est jamais comptée, nous déployons plus de 25 programmes chaque année pour répondre aux ambitions de valorisation, pour accompagner vos parcours, pour développer l'innovation, pour favoriser l'ouverture internationale et pour faire reconnaître la qualité de nos formations dans ces trois domaines. Parmi les programmes que nous déployons, il y a évidemment celui-ci, ce prix le Jeune Création, qui est un des programmes phares. Je ne vais pas revenir à mon tour sur la thématique référence-irrévérence, sinon pour dire une seule chose qui n'a pas encore été dite. Je ne vais pas reprendre les mots, audace, tradition, innovation, mais dire que ça touche véritablement à la double dimension de toutes nos écoles, que ce soit des écoles professionnelles ou que ce soit des établissements d'enseignement supérieur. C'est le fait que nos écoles sont à la fois des conservatoires, c'est-à-dire qu'elles ont vocation à conserver des savoir-faire anciens, qu'il serait complètement absurde de vouloir le négliger au motif d'un mouvement d'innovation qui serait toujours nécessaire. Non, il y a cette dimension de conservatoire, et dans toutes nos écoles, il y a des savoir-faire anciens, il y a des vieilles machines, il y a des vieux outils qu'on ne trouve presque nulle part ailleurs. Il est difficile parfois de les réparer, il est difficile de trouver des consommables. Donc cette dimension de conservatoire, elle est fondamentale, et elle est fondamentale en étant étroitement articulée à une autre dimension qui est celle du laboratoire, c'est-à-dire ce qui fait que toutes nos écoles sont tournées vers l'avenir, ont vocation à expérimenter, ont vocation à inventer, dans un geste comme ça d'audace, d'ouverture vers l'incertain, avec la possibilité aussi évidemment du ratage. C'est ce principe même de l'expérimentation, de l'essai, qui est au cœur de notre pédagogie. Et cette thématique, donc, elle touche vraiment à cette façon assez singulière que nos établissements ont de se situer dans le temps, en articulant, et c'est ça qui fait à la fois le caractère merveilleux et impossible,
de l'école, qui fait que l'école est cette machine qui ne cesse de se réformer, et cette institution contradictoire unique, c'est cette articulation entre différentes temporalités, entre l'ancien, le présent, le nouveau. Qu'est-ce que c'est qu'une école? C'est un lieu où une génération donnée enseigne à une génération le futur, à se préparer à un monde à venir encore après, à partir de savoirs qui sont encore plus anciens. Donc vous avez au moins 4 dimensions comme ça du temps qui s'articulent étroitement, et c'est ces 4 dimensions qui sont en jeu dans cette thématique, référence et irrévérence. Ce prix, il va se décliner à travers trois entrées qui vont vous être présentées plus en détail, qui sont comme des espèces de sous-thèmes. D'une part, donc, une entrée savoir-faire et patrimoine, qui est très précisément liée à cette dimension de la conservation, à cette dimension de la référence. Et donc, il y aura une attention portée à ces savoir-faire, à ce patrimoine, puisque c'est aussi l'une des spécificités du campus, l'une des spécificités de notre pays, ce qu'incarne aussi merveilleusement la maison Hermès à nos côtés, c'est une excellence technique, une richesse unique des savoir-faire patrimoniaux. Le deuxième axe, c'est esthétique et narration. Esthétique et narration, qu'est-ce que c'est? C'est cette façon unique d'articuler le visible, le sensible, et puis la capacité à produire un récit. Un récit, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir embarquer le spectateur, qui va pouvoir embarquer les usagers. Et cette double dimension, elle est toujours absolument fondamentale, l'esthétique et la narration. Quand on parle généralement de communication ou de valorisation, on a souvent tendance à rabattre tout ça sur un imaginaire unique qui est celui de la vitrine. On dit la communication, c'est la vitrine d'une institution. Non, la communication, ça n'est jamais que de la vitrine, c'est aussi, et peut-être d'abord aujourd'hui, du récit, de la capacité à raconter une histoire unique qui est capable de vous embarquer vers l'avenir tout en s'appuyant vers le passé. C'est ça la puissance du récit, c'est d'articuler comme ça des temporalités. Et puis la troisième dimension, le troisième axe, c'est actualisation et innovation, c'est-à-dire la capacité à valoriser, à inventer de nouveaux usages, de nouvelles formes qui vont correspondre à de nouveaux usages, et c'est le pendant de savoir-faire et patrimoine. Donc ayez à l'esprit aussi ces trois axes. Ayez à l'esprit également ce qui est au cœur du campus, et qui a été assez bien, même très bien, incarné dans le projet lauréat de l'année dernière. C'est une dimension prospective, une dimension de dépassement qui passe beaucoup par l'hybridation et par la diversité. On le sait, hein, la créativité aujourd'hui se nourrit de diversité, se nourrit d'hybridation. Quand on dit qu'il est important de privilégier dans nos écoles, de valoriser la diversité, ça n'est pas seulement pour être généreux, ce n'est pas seulement pour être de bonnes âmes, c'est aussi parce qu'on sait que la créativité se nourrit de la diversité, se nourrit de l'hybridation. Alors c'est ce qui s'est passé l'année dernière, hein, avec une équipe lauréate qui était notamment composée d'étudiants du Perret et puis d'une étudiante de l'école des arts décoratifs. Donc vous aviez une première hybridation et je vous invite à aller dans ce sens-là. C'est même tout l'esprit du campus, fabriquer des équipes qui dépassent le cadre des établissements. Au sein de chaque établissement, il est absolument aussi fondamental de croiser ce qui s'appelle ici les options, ce qui s'appelle là les secteurs, ce qui s'appelle encore ailleurs les départements. En tout cas, de croiser comme ça les approches. Et c'est ainsi que je crois que pour cette année, on a un croisement, par exemple, au lycée Le Mansart, entre le DNMAD et le BTS, ou bien au sein de l'ENSAMA, entre design objet et métier d'art, et c'est heureux. Croisez également les genres, essayez d'éviter autant que possible des
des boys bands ou des équipes de filles. C'est toujours important de mixer. Et là aussi, c'est pas seulement parce que c'est chouette, parce que c'est bien, parce qu'il faudrait le mélanger des garçons et des filles. C'est parce que c'est des sensibilités, c'est des histoires, c'est des façons de faire qui vont nourrir la richesse de votre projet. Et évidemment, hybridation culturelle, c'est aussi le fondamental, que ce soit en termes d'origine sociale, en termes d'origine géographique, c'est tout l'esprit du campus. Si on a mis tellement d'énergie à faire en sorte que ce campus ne soit pas stricto sensu un campus parisien, mais qu'il se soit aussi un campus cristolien, c'est véritablement dans cet esprit d'hybridation. Donc ayez ceci à l'esprit, hybridation culturelle des genres, des secteurs et des établissements. L'autre élément fondamental de ce... Pardon ? Oui, alors un tout dernier mot, c'est le rôle fédérateur du campus et la nécessité de faire ensemble. Et je finirai alors là-dessus sur une image qui me semble être la meilleure image du campus et de ce qu'on attend de vous, c'est l'ensemblier. L'ensemblier qui sera au cœur de la prochaine magnifique exposition du mobilier national. L'ensemblier, c'est celui qui fait ensemble, aux deux sens du mot, c'est-à-dire il produit un ensemble, il unifie le divers, et il fait ensemble, c'est-à-dire qu'il articule, il fabrique à plusieurs. Et donc je finirai simplement sur cette image de l'ensemblier. Vous êtes, nous sommes des ensembliers, c'est le rôle du campus, c'est ce qu'on attend de vous pour ce concours. Merci.